Bonjour, des victoires sur le front ukrainien jusqu'à une offensive terrestre vers Kharkiv. Une investiture à un 5e mandat suivi d'un traditionnel défilé militaire à Moscou. Voilà Vladimir Poutine remis en selle. En l'espace de quelques jours, le président russe a multiplié les menaces et les déclarations triomphales. Faut-il s'en inquiéter ? Pour nous répondre tout au long de cette émission, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, auteur de « Ce qui nous attend » aux éditions Robert Laffont. Mais d'abord, c'est devenu presque un leitmotiv désormais. Le recours aux armes nucléaires n'est plus tabou dans la bouche de Vladimir Poutine. Il l'a dit encore ce jeudi à l'occasion des cérémonies commémorant la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Anna Pereira. Vladimir Poutine. Face à lui, plus de 9000 militaires, un défilé sur la place rouge pour célébrer la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie et l'occasion aussi d'envoyer un message clair aux Occidentaux. En n'hésitant pas à se montrer une nouvelle fois menaçant, quelques jours après avoir ordonné des exercices nucléaires tactiques à des troupes russes près de l'Ukraine. La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial. Mais dans le même temps, nous ne permettrons pas que l'on nous menace. Nos forces nucléaires stratégiques sont toujours en alerte. Des exercices qui ont pour but de se préparer à l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques, c'est-à-dire des armes conçues pour être utilisées sur le front. Ils impliqueront l'aviation, la marine et les forces présentes sur des territoires ukrainiens occupés par Moscou. Un entraînement en réponse aux propos de certains responsables occidentaux, dont le président français. La semaine dernière, Emmanuel Macron a réitéré dans le journal britannique The Economist sa proposition d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question. Une idée qu'il avait déjà exprimée en février. Écartée par de nombreux partenaires européens, certains pays changent de ton, comme le Royaume-Uni. Pour le chef de la diplomatie britannique David Cameron, les missiles fournis à l'Ukraine par Londres pouvaient être utilisés pour frapper le territoire russe. Une nouveauté dans la proposition britannique qui suscite également la colère de la Russie. Général Trinquant, la Russie lance une offensive terrestre avec le renfort de blindés dans la région ukrainienne de Kharkiv. Sommes-nous là dans la configuration décrite par Emmanuel Macron, celle où Moscou irait percer les lignes de front, justifiant le cas échéant l'envoi de troupes françaises ou européennes ? Alors, la première chose à rappeler, c'est que cette configuration nécessite aussi la demande du président ukrainien. Donc c'est un peu l'Ukraine qui va définir à quel moment il y aura une percée. Pour ce qui concerne l'offensive dans la région de Kharkiv, elle correspond à une annonce qui a été faite il y a longtemps d'établir une zone tampon pour protéger Belgorod. En effet, Belgorod, ville en Russie, est soumise à la guerre. Et c'est d'ailleurs assez frappant de voir que le président russe n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas toucher à la Russie. Et pourtant, la guerre est en Russie depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, il cherche à éloigner cette menace en faisant une attaque dans la région de Kharkiv. Il faut le préciser, ville qui n'a jamais été prise par les Russes depuis le début de la guerre. Il a eu raison néanmoins Emmanuel Macron d'évoquer l'envoi possible de troupes françaises, occidentales en Ukraine. Alors il a eu raison de dire qu'aucune option ne devait être exclue. Et je pense que ces propos ont fait mouche à regarder la réaction du président Poutine, qui est obligé de monter d'un cran parce qu'il se rend compte qu'on lui résiste. Cette proposition du président Macron est quelque chose qui aurait pu être fait il y a 2 ans, en fait. Parce qu'il faut en permanence, quand on est dans une conflagration comme celle-là, ne pas laisser la main à l'adversaire, mais se garder la possibilité de ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que l'ennemi doute en permanence de ce que nous allons faire. Ces propos d'Emmanuel Macron, ils justifient, d'après vous, que Moscou évoque la mise en œuvre d'exercices militaires tactiques à la frontière avec l'Ukraine ? Alors je pense que dans cette rhétorique russe, on utilise dans un discours, en grimpant au niveau nucléaire, pour répondre à une menace qui n'a rien de nucléaire. Donc c'est une preuve de faiblesse, premier point. Deuxième point, les exercices avec de l'armement tactique, c'est normal. Si on dispose d'armement, il faut bien s'entraîner. Et la Russie le fait régulièrement, simplement cette fois-ci, elle l'annonce. Et quelles sont les craintes, justement, côté ukrainien, à l'annonce de ces exercices prochains près de la frontière ukrainienne ? Comment vit-on avec cette menace nucléaire à Sloviansk, où vous vous trouvez pour France 24, Gulliver Krag ?
En Ukraine, si les menaces nucléaires de Vladimir Poutine font peur, il s'agit avant tout non pas de la peur que la Russie pourrait réellement avoir recours à de telles armes, mais juste de la peur que ces menaces ne fassent fléchir les partenaires occidentaux de l'Ukraine dans leur soutien à Kiev. Les soldats à qui j'ai parlé ici dans le Donbass ne voient rien de nouveau dans la récente annonce du Kremlin d'exercices militaires, y compris avec l'utilisation d'armes nucléaires tactiques non loin de l'Ukraine, mais plutôt juste la continuation d'une stratégie de chantage mise en place par le Kremlin dès février 2022, une stratégie qu'ils espéraient ne marcherait jamais puisque l'Ukraine a terriblement besoin de ces armements occidentaux pour continuer à lutter contre l'invasion russe. Et c'est la position du gouvernement ukrainien aussi qui appelle aux Occidentaux à ne pas se laisser intimider et avance des arguments pour les convaincre, notamment le fait que des supposées lignes rouges du Kremlin ont déjà été franchies sans que Vladimir Poutine n'appuie sur le bouton rouge. On pense notamment aux frappes ukrainiennes sur le territoire russe, désormais quasi quotidien. Général Trinquant, pas plus tard que cette semaine, le SBU, les services de renseignement ukrainiens, annonçaient l'arrestation de 2 officiers de sécurité soupçonnés d'avoir fomenté un assassinat de Volodymyr Zelensky et d'autres hauts responsables ukrainiens sur ordre de Moscou. Le chef de l'État a même limogé le responsable de sa sécurité personnelle. La Russie a la possibilité de frapper au cœur même de l'appareil d'État ukrainien ? Oui, je crois que ça marque 3 points. Le premier point, c'est que l'interpénétration entre la Russie et l'Ukraine ancienne fait que les infiltrations sont quasiment possibles en permanence. Le deuxième et des 2 côtés. Des 2 côtés, bien sûr. Il faut se rappeler aussi que les Américains disaient qu'ils avaient une source de renseignement au Kremlin même. Donc on voit bien que ça marche des 2 côtés. Le deuxième point, c'est que ça fait 2 ans et demi qu'il y a la guerre. Et le président Zelensky est toujours là. Donc ça n'a pas fonctionné. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, le système a été robuste. Mais il faut s'en prémunir, d'où le chef de la sécurité qui a été limogé, probablement pas parce qu'il est lui-même responsable, mais il est lui-même responsable de la faiblesse qui a permis à 2 officiers d'être infiltrés dans le système. Limogé par défaillance, d'une certaine manière. Alors, selon le Financial Times, le directeur des services de renseignement allemands aurait informé ses homologues français, suédois et britanniques du risque d'attentats et de sabotage sur leur sol organisé par la Russie, à un risque qui serait considérablement accru, ce seraient ces termes. Il faut s'attendre à des actions violentes ici même. Oui, alors il faut s'attendre à des actions de toute façon. Elles ont commencé, le cyber, la communication, c'est tous les jours, tous les jours. Mais il pourrait y avoir d'autres actions plus, plus cinétiques, c'est-à-dire avec des destructions. 2 objets. Le premier, de toucher des infrastructures critiques pour les Occidentaux. Le deuxième, de toucher les populations occidentales, parce que c'est à l'intérieur des populations occidentales que se situe le soutien ou l'opposition à la guerre en Ukraine. On pense évidemment aux Jeux Olympiques, mais pas seulement. Oui, alors les Jeux Olympiques sont une occasion extraordinaire, puisque à Paris, tous les projecteurs vont être braqués. Donc vous vous imaginez, si quelque chose arrivait à Paris, ça serait catastrophique pour, bien sûr, la sécurité française, mais aussi la perception. Et comme les Russes ne sont pas invités, finalement, ça ne les gênerait pas de faire une action sur les Jeux Olympiques à Paris. Alors, d'un point de vue strictement militaire, quel est l'état des forces entre la Russie et les membres de l'OTAN, Thibault Francesquet ? Eh bien d'abord, si on veut comparer les forces russes et les forces de l'OTAN, on peut regarder le nombre de soldats disponibles dans l'ensemble des armées. Regardez ici, une des forces de l'OTAN, c'est qu'elle compte 31 pays et au total, elle peut mobiliser 3 300 000 soldats contre 1 300 000 pour la Russie. À savoir que la Russie vient d'augmenter récemment de 10% le nombre de ses soldats, même si l'armée russe subit de lourdes pertes en Ukraine, mais elles sont difficiles à chiffrer. Si on fait un zoom maintenant sur l'OTAN et les différentes forces qui la composent, la première armée évidemment au sein de l'OTAN, c'est celle des États-Unis, et de loin avec 1 300 000 hommes. Puis viennent ensuite les armées françaises et polonaises environ à égalité avec 200 000 soldats chacune. Et puis ensuite l'Allemagne et l'Italie. Les autres armées de l'OTAN sont de plus petite taille. Et si on regarde au niveau de l'armement, une des questions cruciales, c'est le nombre d'ogives nucléaires disponibles. Et là, a priori, l'OTAN et la Russie sont environ à égalité et posséderaient environ
5900 têtes nucléaires chacune. Pour l'OTAN, elles proviennent à 90% des États-Unis. Le reste appartiennent à la France et au Royaume-Uni, puisque les autres pays de l'OTAN ne sont pas des puissances nucléaires. Mais il y a des armes nucléaires qui sont déployées dans plusieurs pays de l'OTAN. Général Trinquant, l'Europe est en économie de guerre aujourd'hui? Alors l'économie de guerre, le terme est excessif. L'Europe est actuellement en train d'augmenter sa capacité de pourvoir aux armées, qu'elles soient ukrainiennes ou européennes. L'économie de guerre, elle est en Russie, où c'est facile pour le président Poutine, compte tenu de son régime, d'appuyer sur le bouton, de mettre tout le monde au travail pour produire. Chez nous, il faut rappeler que ce sont des entreprises privées, donc il faut qu'elles aient des contrats, et des contrats sur le long terme. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il faut se rappeler que pendant 30 ans, les dividendes de la paix ont fait qu'on a complètement diminué nos budgets et donc diminué notre capacité de produire. Donc la réaction européenne est naturellement beaucoup plus lente qu'elle ne l'est en Russie. L'OTAN pourrait intervenir si la Russie franchissait des lignes rouges. Et d'ailleurs, quelles sont-elles, hormis évidemment l'attaque directe contre l'un des pays membres? Alors, hormis l'attaque directe, qui est une ligne rouge clairement identifiée, pour le reste, évidemment, ça n'est pas identifié. Et il faut rappeler que dans les propos du président Macron, il n'a jamais été question de l'OTAN. Il a été question de pays qui allaient aider l'Ukraine. Article 51 de la Charte des Nations Unies, un pays attaqué peut se défendre et a le droit de faire appel à d'autres pays. Alors, les lignes rouges, elles ne seront jamais définies. Ce qu'on peut dire, c'est une percée, c'est ce que dit le président Macron, et une demande de l'Ukraine. S'il y a une demande de l'Ukraine, on est en droit d'intervenir. Moi, je crois simplement qu'il faut plutôt voir quel est l'objectif stratégique de la Russie. La Russie a perdu la guerre qu'elle voulait mener dès le début, en février 2022. C'était la conquête de l'Ukraine. Aujourd'hui, elle sait qu'elle ne peut plus le faire. Alors, qu'est-ce qu'elle peut espérer? Arrondir ses conquêtes actuelles pour dire que les 4 oblasts qui ont été annexés en septembre 2022, il faut le rappeler par le président Poutine, sont devenus russes. 2, c'est possible, Donetsk et Luhansk. Les autres, Zaporijjia et Kherson, c'est beaucoup plus difficile. Kherson, ça me paraît totalement impossible. Donc voilà les objectifs que pourrait se fixer la Russie. Est-ce que l'Ukraine est en mesure de les arrêter? Je ne sais pas. Et est-ce que ces objectifs russes conduiraient obligatoirement à une intervention européenne? Je n'en suis pas convaincu. La guerre, en tout cas, elle fait partie du quotidien des Ukrainiens. Plus de 2 ans après le déclenchement de l'invasion russe, il faut bien s'habituer à vivre avec, même si le long de la ligne de front, tout peut être remis en question du jour au lendemain. Voyez ces images tournées sur place par Stéphanie Pérez et Chloé Cormery pour France Télévisions. Nous nous dirigeons vers l'un de ces villages situés à 5 km des combats. Une frappe vient de le viser. Maison bombardée ou abandonnée. Pour Olga et sa voisine Lilia, la rue de la Victoire porte très mal son nom. Depuis le 1er mai, c'est pire que l'enfer. Ça n'arrête pas. Prends l'appel, c'est ta fille. Lilia, à bout de nerfs, attend les consignes de sa fille qui tente d'organiser leur évacuation. Je n'arrive pas à lui parler. Avec tout ça, on n'a plus de réseau. Ces derniers jours, Moscou a revendiqué la prise de plusieurs villages dans la région d'Adviivka. Des avancées modestes, de quelques kilomètres, mais continues. Les Russes épuisent les Ukrainiens, toujours à court de munitions. En attendant l'arrivée tant espérée de l'aide américaine, l'armée de Kiev organise son recul et creuse de nouvelles tranchées. Un peu plus loin, la poste déménage dans un lieu plus sûr, à plusieurs kilomètres. Et le patron de cette exploitation laitière, la mort dans l'âme, vient de se résoudre à cesser son activité. Il vend ses 800 vaches. Coup dur pour les 70 employés. Tout s'écroule en un jour. Alexandra vient d'apprendre son licenciement. Sa collègue Lena, très attachée à ses bêtes, peine à réaliser. On ne pensait pas que ça arriverait, on espérait que nos soldats tiendraient. Mais là, c'est trop dangereux et on perd notre travail. Ça nous tombe dessus aujourd'hui. Et à l'image de ce reportage, l'armée russe progresse depuis plusieurs semaines, Thibaut Francesquet. Oui, effectivement, une ligne de front relativement stable, mais avec quelques avancées russes. On va le voir tout de suite sur cette carte. Vous voyez ici, tout ce qui est en rouge, c'est la zone contrôlée par les Russes.
On va regarder un peu plus en détail. D'abord, au sud, au niveau de Kherson, là, c'est les Ukrainiens qui ont légèrement progressé en reprenant un pont sur la rive gauche du Dniepr, le fleuve qui est ici et qui marque la limite dans cette zone entre la zone contrôlée par les Russes et par les Ukrainiens. Donc là, ils ont repris un pont. Ensuite, un peu plus au nord, au niveau de Zaporizhzhia, qui se trouve environ ici, là, c'est les Russes qui progressent toujours. Et puis, si on va plus au nord, dans le Donbass, là, au niveau de Bakhmout, on sait que les Russes se sont emparés auprès d'une longue bataille de cette ville ukrainienne. Et ils progressent toujours aux environs de Bakhmout, notamment au niveau de Chassiv Yar. Et puis, plus à l'est, du côté de Donetsk, là, dans le secteur d'Avdivka, les Ukrainiens, eux, ont repris un village vers ici, mais les Russes aussi. Donc, il y a de légères avancées ou de légers reculs des deux côtés. Ça se joue à très peu. Et ensuite, si on va plus au nord, là, la ville de Kharkiv et Soumy aussi sont régulièrement frappées. On a vu encore ce vendredi, la Russie a lancé une offensive sur la ville de Kharkiv. Et puis, les Russes avancent aussi légèrement au niveau de Kupiansk, ici, à la limite. En revanche, les Ukrainiens, eux, on l'a vu, ont frappé à plusieurs reprises ces derniers mois la ville de Belgorod du côté russe. Et Volodymyr Zelensky a réagi à cette dernière offensive de l'armée russe en direction de Kharkiv. Écoutez. Il est important de comprendre que l'armée russe peut augmenter et amener davantage de force dans cette zone. C'est un fait. Mais nos militaires et nos commandants en sont conscients et se sont organisés afin d'affronter l'ennemi avec des tirs d'artillerie. Général Trinquant, à quoi on assiste actuellement? C'est véritablement un recul de l'armée ukrainienne? Oui, je crois qu'actuellement, l'armée ukrainienne, l'Ukraine, est dans une situation difficile pour 3 raisons. La première, elle manque d'armement et essentiellement de munitions. Alors, ça doit arriver, mais ça met un peu de temps. Pour aller de Ramstein jusqu'au front, ça prend un peu de temps. La deuxième, c'est qu'elle s'y est pris beaucoup trop tard pour organiser sa défense. Le modèle étant ce que le général Surovikin du côté russe avait fait pendant l'hiver 2023 du Dniepr jusqu'à Kharkiv. Et là, l'Ukraine s'y est pris trop tard. Elle commence seulement à le faire. Et le troisième point, c'est qu'il manque beaucoup d'hommes. Actuellement, l'Ukraine n'a pas réussi à mobiliser, a beaucoup de mal aujourd'hui à mobiliser pour de multiples raisons. Et donc, ces 3 faiblesses, aujourd'hui, la Russie en profite. Et le problème pour l'Ukraine aujourd'hui, en 2024, c'est de tenir en attendant de pouvoir mobiliser, que les lignes soient bien installées et que les munitions et les équipements arrivent de l'Ouest. Oui, alors justement, l'aide américaine votée récemment, ces 61 milliards de dollars, arriveront-ils à temps? Alors une partie va arriver à temps parce qu'elle était déjà en Europe, elle était dans les stocks en Allemagne ou en Pologne. Donc il faut espérer qu'en particulier les munitions qui permettent d'alimenter les systèmes qui sont déjà sur le terrain arrivent rapidement. Le deuxième point, c'est l'équipement. Là, c'est un autre sujet, parce qu'il faut trouver les équipages pour aller avec l'équipement. Donc, il faut trouver les hommes. Donc, vous voyez que ça prend un peu plus de temps. On pense qu'à l'été, tout ceci devrait arriver. C'est pour ça que je dis tenir en 2024 pour être prêt à des actions à définir en 2025. Alors, quand on pense aux moyens d'arrêter la guerre, un acteur vient inévitablement en tête, la Chine. En visite en France en début de semaine, le numéro 1 chinois Xi Jinping a dit vouloir jouer un rôle constructif pour résoudre la crise dans le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Luc Issiela, jusqu'où Xi Jinping est-il prêt à aller pour faire pression sur la Russie? Depuis plus de 2 ans, plusieurs dirigeants européens demandent à Xi Jinping de faire pression sur Moscou, mais sans succès. La Chine est soupçonnée d'être un soutien au moins économique de la Russie en lui vendant non pas des armes, mais des composants qui pourraient se retrouver sur le champ de bataille. Ces soupçons agacent Xi Jinping. Il s'est opposé à ce que, je cite, la crise ukrainienne salisse un pays tiers et déclenche une nouvelle guerre froide. Une manière d'écarter toute responsabilité. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine maintient une neutralité de façade. Ni soutien, ni condamnation officielle de l'invasion russe. Régulièrement, le numéro 1 chinois appelle à la reprise des négociations et du dialogue, mais sans plus malgré ses excellentes relations avec Vladimir Poutine. La question pressante aujourd'hui, c'est celle du nucléaire. Le Kremlin a annoncé la tenue d'exercices de simulation nucléaire à la frontière ukrainienne. L'été dernier, après des menaces similaires, Xi Jinping avait mis en garde son homologue russe. Alors va-t-il réitérer? On devrait le savoir bientôt puisque Vladimir Poutine est attendu ici en Chine dans les prochaines semaines.
Général Trinquant, durant la visite en France en début de semaine de Xi Jinping, Emmanuel Macron a salué les engagements du président chinois à s'abstenir de vendre toute arme et à contrôler strictement l'exportation, on vient de l'entendre, de biens à double usage. La Chine tient-elle parole de ce point de vue-là? Écoutez, les engagements n'engagent que ceux qui les écoutent, c'est bien connu. C'est très difficile à dire parce que la Chine cherche à jouer un rôle, donc intégrité territoriale, bon, très bien, donc elle ne reconnaît pas en particulier les zones qui ont été annexées par la Russie. En revanche, fondamentalement, la Chine a intérêt à ce que cette guerre dure. Elle a intérêt pour plusieurs raisons. D'abord parce que les deux régimes sont des régimes totalitaires, donc ils s'entendent très bien. La deuxième raison, c'est que tant qu'il y a la guerre en Ukraine, ça éloigne la guerre dans le Pacifique, Taïwan, des Américains. Ça maintient les Américains un peu... Un abcès de fixation. Voilà, un abcès de fixation. Le dernier point, c'est que ça oblige la Russie à être très liée économiquement à la Chine. Très liée parce que la Chine achète à vil prix le pétrole et le gaz et revend un certain nombre de matériels à la Russie. Dans ces matériels, même si l'engagement a été pris de ne pas livrer d'armement, je serais bien surpris qu'il n'y ait pas des puces, vous savez, qui permettent de faire fonctionner des armements qui ne soient pas envoyés directement ou par le biais d'autres pays en Russie. Donc lorsque le président chinois prévient Européens et Américains que personne ne peut salir la Chine sur le dossier ukrainien, que Pékin joue un rôle positif pour tenter de trouver une solution pacifique à cette guerre, c'est faux? Ça n'est pas exact, dirais-je. J'attends de voir quelle est l'action réelle. Si, il y a une action réelle très importante. Je pense que sur le nucléaire, le président Xi, lui, donne des avertissements directs à Moscou. Pourquoi? Et entendu, semble-t-il. Oui, et entendu. Pourquoi? Parce que la défense de la Chine dépend aussi de sa dissuasion nucléaire. Or, le jour où un pays utilisera l'armement nucléaire, la dissuasion volera en éclats, puisqu'on marquera que l'arme nucléaire, qui n'a pas été utilisée, il faut le rappeler, depuis août 1945, mais à l'époque, seuls les Américains l'avaient. Ouais. Maintenant, il y a 9 pays qui l'ont. Ouais. Et donc, il s'agit de maintenir cet équilibre, et la Chine y tient beaucoup. Oui, une force qui sert tant que l'on ne s'en sert pas, d'une certaine manière. Xi Jinping, accueilli ici en France en début de semaine avec tous les égards par Emmanuel Macron, comme en son temps un certain Vladimir Poutine. C'était en 2017. Emmanuel Macron, à peine élu, l'accueillait alors en grande pompe à Versailles. Retour sur ces images. La garde républicaine et les honneurs militaires. Emmanuel Macron accueille Vladimir Poutine avec tous les égards dans le décor somptueux du château de Versailles. Les deux chefs d'État se rencontrent pour la première fois. La poignée de main, très scrutée, est appuyée. Emmanuel Macron, interrogé par cette journaliste sur les attaques lancées contre lui pendant la campagne par 2 médias russes, a répondu de manière cinglante. Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Les deux chefs d'État ont parcouru ensuite l'exposition consacrée au tsar Pierre le Grand, qui, il y a 300 ans, avait lancé les relations avec la France. Une visite qui a donné une dimension symbolique à cette première rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Général Trinquant, lorsqu'on revoit ces images, on se dit qu'Emmanuel Macron a eu raison de tenter d'instaurer un lien privilégié avec Vladimir Poutine, ou au contraire qu'il aurait dû, dès 2017, exiger de la Russie qu'elle quitte la Crimée et le Donbass. Alors écoutez, d'abord cette visite, il faut se souvenir, c'était les débuts du président Macron. Donc je pense qu'il est invité de cette façon-là, le président Poutine, montrer l'intérêt qu'il portait à la relation avec la Russie et à la clarté. On a entendu ses propos, il a été très clair quand même. Bon, il n'est pas revenu sur l'ensemble du dossier, mais il a été très clair. L'histoire a son importance. Et le président Poutine reçu à Versailles, on dit que Pierre le Grand, Pierre Ier, a essayé de mettre beaucoup de relations avec l'Ouest. Il faut se souvenir quand même que le roi Louis XIV a toujours refusé de le recevoir. Donc peut-être qu'il y avait une petite musique dans la tête du président Poutine, très versée en histoire, en la transformant parfois, qui peut être intéressante. Mais je pense qu'on avait raison de marquer l'intérêt qu'a la Russie pour l'Europe et du lien entre la Russie et l'Europe. Le problème, c'est qu'on n'avait pas bien perçu, et pourtant en 2017 on aurait dû le voir, puisque dès 2008 il y a eu l'attaque en Géorgie, quelle était la volonté
foncière du président Poutine d'installer son régime de façon autoritaire et de se confronter à l'Ouest, comme il l'a annoncé en 2007 lors de son discours à Munich. Et bon, tous ces éléments étaient là. Mais le président Macron a essayé dans un premier temps, j'allais dire, la version diplomatique. Oui. Pour vous, ce à quoi on assiste, c'est une vision au long cours de Vladimir Poutine qu'il a mûri de longue date? Oui, complètement. Et je pense que le président Poutine, comme le président Xi, a intérêt à une guerre longue. Tant qu'il y a une guerre longue, il peut renforcer son régime, renforcer son pouvoir en Russie. Plus le temps passe, plus la propagande qui avait été diffusée pendant les 20 dernières années trouve son miel dans ce qui se passe. Regardez, avant le défilé de la victoire, les matériels qui ont été exposés à Moscou, il y avait des petits drapeaux. Et j'entendais des commentateurs moscovites qui disaient « Ah, on n'avait pas réalisé qu'on était en guerre contre toute l'Europe ». Et ça, dans la psychologie russe, savoir qu'ils sont maltraités, qu'on ne les aime pas et qu'ils ont le monde entier contre eux, c'est quelque chose qui marche très bien. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour Le Monde dans tous ses états.